Il y a des lieux où tout semble simple. Une route côtière, des cafés, des plages et des piscines. Et puis, quand on y regarde d'un peu plus près, on comprend que ce décor n'est pas innocent. C'est une archive du corps, des classes sociales, des loisirs et des rêves, un peu contradictoires, d'une ville. La corniche de Casablanca fait partie de ces lieux-là. Bienvenue dans Cityscape, une création sonore de Citizen. Aujourd'hui, on prend le large. Dans ce nouvel épisode, la corniche, comment Casablanca a apprivoisé l'Atlantique. On pourrait commencer par l'image que tout le monde connaît. Les familles, les parasols fatigués, les jeunes qui jouent au foot sur le sable mouillé, les joggeurs, les vendeurs de beignets et de maïs grillé. Casablanca aime se dire qu'elle est une ville ouverte sur l'océan. En réalité, pendant des siècles, elle lui a tourné le dos. Jusqu'au XIXe siècle, la mer, ici, c'est le danger. Les tempêtes, les naufrages, les débarquements espagnols et portugais, les genounes. On vit dans la Médina, on se protège et on ne va pas marcher sur la côte pour le plaisir. Et puis, au XXe siècle, tout bascule. En 1928, l'urbaniste Albert Laprade imagine une toute autre histoire. Transformer le littoral sud de Casablanca en immense terrain de jeu balnéaire. La côte est rocheuse, dangereuse. Peu importe, on va y creuser des bassins, tracer des routes et planter des palmiers. Le rivage devient un projet. On l'appellera la corniche. Dans les années 30, la première grande piscine de la corniche sort de terre, le Lido. Un bassin d'eau de mer, un restaurant, un mini-golf. On y croise la bourgeoisie européenne et une partie de la bourgeoisie marocaine, musulmane et juive. Les autres regardent, de loin. Un peu plus à l'est, au bout du boulevard Moulay Youssef, un autre géant impose une nouvelle échelle. En 1931, c'est la piscine municipale. 3 bassins d'eau de mer, un énorme bassin de 300 mètres sur 100, une piscine olympique. Le plus grand complexe balnéaire d'Afrique. La corniche devient une vitrine coloniale, sportive, balnéaire. Spectaculaire. Après la guerre, les années 50 ouvrent l'âge d'or des piscines privées. Le Lido n'est plus seul. Tahiti, Miami, Acapulco, Tropicana, Contiki, Eden Rock, Enfa-Plage s'alignent le long de la côte. Les bassins sont creusés directement dans la roche, les plongeoires se dressent face aux vagues. Tahiti, construit en 1952 par André Suire, pousse encore plus loin le décor. Ambiance polynésienne, toits de palmes, totems et concours de beauté Miss Belle-Jambe, où les concurrentes défilent en maillot, mais cagoulées pour ne pas influencer le jury. On danse sur les parquets en bois, on loue des cabines à l'année et on écoute la radio de la base américaine de Noisseur. Come on, baby, let's rock. I'm with you, Daddy-O. Un autre lieu, plus fermé encore, marque l'imaginaire. Le club des clubs de Casablanca, le CCC. À l'origine, c'est le lac, puis le Sun Beach. De grandes piscines d'eau de mer, des terrains de volley et de tennis. On y croise des GI américains, une élite européenne et quelques familles juives et musulmanes très privilégiées. Être admis au CCC, c'est avoir un rang dans la ville. Il faut des parrains, des années d'attente et une certaine manière d'être. La corniche, à ce moment-là, n'a rien d'un front de mer populaire. C'est un entre-soi. Un peu plus haut, la colline d'Enfa domine la corniche, comme un balcon sur l'Atlantique. Dans les années 40, la bourgeoisie casablancaise y fait construire des villas modernistes, soigneusement dissimulées derrière des haies parfaites. Le quartier ressemble à une carte postale californienne. En 1943, Enfa entre dans l'histoire. Roosevelt, Churchill, Giraud, De Gaulle et le futur Mohamed V s'y réunissent pour la conférence d'Enfa,
scellant ainsi une partie du destin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, la colline reste un territoire à part, une Casablanca élégante et protégée. En 1958, un autre type de spectacle débarque à Ain Diab, la Formule 1. Oui, la Formule 1. Le 19 octobre, la Corniche accueille la première course de F1 du Maroc, un circuit de 7 km le long du littoral, 100 000 spectateurs, le roi, le prince héritier, les meilleurs pilotes du moment et des journalistes du monde entier. La course est remportée par Stirling Moss, mais se termine en tragédie. La voiture de Stuart Lewis Evans prend feu. Il meurt 6 jours plus tard. Ce sera la première et la dernière course de F1 à Casablanca. Mais la Corniche confirme son statut. Un lieu où la ville se montre au monde et un décor pour événements spectaculaires. À partir des années 60, Ain Diab se met au surf. André Suire, le même qui a construit Tahiti, introduit les premières planches venues de Polynésie. Les portes 13 et 15 deviennent des repères. On vient sur la pause déjeuner, après les cours ou juste avant le coucher du soleil pour attraper un tube à 5 km du centre-ville. La plage devient un terrain de sport informel. Les hommes courent ou jouent au football sur le sable mouillé, au milieu de chevaux, des chameaux et des chiens. Les femmes, elles, se baignent peu en maillot. Le corps féminin reste surveillé, encadré, même ici. La liberté de la carte postale a ses limites. Dans les années 70, 80 puis 90, une autre corniche se superpose à celle du jour. La corniche de la nuit. À la tombée du soleil, les clubs et les discothèques prennent le relais des piscines. Le Sigil Massa, le Balcon 33, la Notée, le Village. La jeunesse dorée danse, flirte, boit sur des tubes de Vigon, Fadoul, Jalil Bennis et les Golden Hands. Pendant ce temps, le dimanche, les familles continuent de venir. Glacière, parasol, enfants, maïs grillé. 2 corniches cohabitent sur la même bande de terrain. L'une très habillée, l'autre très populaire. Pendant ce temps, à l'extrémité de Ain Diab, un rocher résiste à tout. L'îlot de Sidi Abdelrahman. Depuis le 19e siècle, il abrite le mausolée d'un marabout venu, dit-on, de Bagdad. Moul Majmar, l'homme au bras zéro. On raconte qu'il disparaissait parfois pendant des semaines, qu'on l'apercevait à la Mecque ou ailleurs, comme s'il pouvait marcher sur l'eau et rallier ainsi les contrées les plus lointaines. Des femmes y viennent encore en ziyara pour demander une grossesse, un mariage, une réconciliation. Autour, jadis, des voyantes tiraient les cartes et réalisaient d'obscurs rituels. Aujourd'hui, elles ont disparu. Le saint, lui, reste seul sur son rocher. Peut-être un peu trop seul. Dans les années 80, un chantier gigantesque va changer la carte du littoral. La construction de la mosquée Hassan II, sur le site même de l'ancienne piscine municipale. Entre 1986 et 1993, 12 500 ouvriers et artisans travaillent sur cet immense complexe de 9 hectares. Une mosquée en partie construite sur l'eau, un minaret de 210 mètres, un rayon laser dirigé vers la Mecque, une salle de prière pour 25 000 fidèles et une esplanade pour 150 000. C'est la mosquée de tous les superlatifs, l'une des plus grandes de la planète, et un autre geste de reconquête du littoral. Juste à côté, l'ancien aquarium de Casablanca se dresse comme un mirador déserté. Un centre de recherche marine abandonné dans les années 80 et un projet de musée annoncé depuis 15 ans, toujours reporté. Un bâtiment fantôme. Un peu plus loin, la foire de Casablanca, une spectaculaire halle parabolique, chef-d'œuvre de Maddalena et Luco, un exploit technique désormais inscrit au patrimoine national. Les années 2010-2020 installent d'autres symboles. Le Morocco Mall, Enfa Place, la Marina,
Des centres commerciaux géants en bord de mer, des lieux de promenade, de shopping, de sorties familiales, mais aussi les signes d'une Casablanca qui se veut métropole globale. Projet réussi, à voir. La Corniche, c'est tout cela. Un refuge, une vitrine, un terrain de jeu, un territoire surveillé, à la fois populaire et prestigieux, tellement casablancaise. Vous venez d'écouter Cityscape, une création sonore de Citizen, une série qui explore les villes marocaines autrement, par l'histoire, la mémoire et la voix. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.com et sur les plateformes d'écoute. À bientôt!